Le palais de justice de Paris était une enceinte intimidante, même sans la foule hystérique massée devant ses portes. Je me tenais là, dans la salle d'audience 304, le dos droit, les mains posées sur la table. Mon cœur battait la chamade, mais étrangement, un calme glacial s'était installé en moi. Comment en étais-je arrivé là, face à Julien Dubois et à son armée d'avocats? Je crois que c'était un mercredi soir, il y a, je ne sais plus, 3 semaines, 4. Le temps est devenu flou depuis. La veille de cet après-midi, ridicule ici sans doute, c'était une nuit d'octobre particulièrement sale à Paris. Une de ces pluies diluviennes qui transforment les Champs-Élysées en rivière furieuse. Je me souviens du cliquetis sec de cette montre, une Patek Philippe, je crois, ou peut-être était-ce un autre modèle extravagant. Je ne suis plus très sûr des détails, juste le bruit. Prends ça, avait lancé Julien, sa voix vide de toute chaleur. Il y a 3 ans, cette voix me disait qu'il m'aimait. Viens de là, c'est ton indemnité de départ. Maintenant, sors. J'étais près de la grande baie vitrée de leur penthouse, celui qui donnait sur le jardin du Luxembourg, transformé par l'orage en une masse grise et tourbillonnante. La montre, je l'avais achetée avec l'argent que j'économisais sur mon budget mensuel qu'il me donnait. J'ai levé les yeux vers l'homme que j'avais cru aimer pendant 5 ans. 5 ans déjà. Julien ne me regardait pas. Il ajustait les manchettes de son costume sur mesure, vérifiant son reflet dans la vitre obscurcie. À 34 ans, il était le PDG de Dubois Minez, une entreprise dont la valeur avait quadruplé depuis notre mariage. Il avait l'air puissant, intouchable et surtout profondément ennuyé. « Julien », avais-je murmuré, ma voix tremblante, non de peur, mais d'un choc si froid que j'ai cru que je faisais de l'hypothermie. Il est 23h10, il pleut des cordes. Je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Une voix aristocratique et cinglante, c'était Sophie Dubois, sa mère, qui entrait du couloir, un verre de champagne à la main. Elle ne m'avait pas regardé, elle m'avait traversé du regard, comme si j'étais une tache sur le tapis blanc immaculé. Tu as eu la belle vie pendant 3 ans, Marie. Tu venais de rien. Pas de parents, pas de lignée, pas d'argent. Mon fils t'a ramassé dans ce petit resto populaire à Ménilmontant et t'a offert une vie de luxe. Et comment le rembourses-tu? En étant incompétente? Mes mains s'étaient serrées sur mes côtés. Incompétente. J'avais géré leur maison, la sienne et celle de Sophie. J'avais pris soin d'elle, Sophie, après son opération de la hanche quand aucune infirmière ne supportait ses caprices. J'avais même aidé Julien à organiser la fusion avec des données structurelles. Oh, attendez, non. C'était un mensonge éhonté, mais c'est ce que je voulais croire à l'époque. Arrête de mentir. Julien s'était retourné, les yeux brillants d'irritation. Tu n'as rien organisé du tout. Tu es une bachelière, Marie. Tu faisais le café. C'est tout. Mes avocats ont fait la fusion. Ne t'attribue pas un intellect que tu ne possèdes pas. Il s'était dirigé vers la table basse et avait ramassé une pile épaisse de documents. Ça, avait-il dit en frappant les papiers contre sa paume, c'est la demande de divorce et l'application du contrat de mariage que tu as signé. Je l'ai signé parce que je t'aimais, avais-je dit doucement. L'argent ne m'importait pas. Tant mieux, avait-il ricané, parce que la clause 14B stipule qu'en cas de divorce initié par le principal détenteur d'actifs, moi, si le mariage dure moins de 5 ans, tu repars avec les seuls biens que tu as apportés au mariage. Il m'avait jeté les papiers aux pieds. Il s'était éparpillé sur le sol. Tu n'as rien apporté, Marie. Donc tu repars avec rien. L'ascenseur avait retenti. Les portes s'étaient ouvertes et une femme en était sortie. Grande, blonde, vêtue d'une robe rouge qui coûtait plus cher que la petite maison où j'avais grandi. C'était Léa Morel, la fille d'un sénateur et la responsable des relations publiques de Julien. Elle n'avait pas dit un mot, passant devant moi, son parfum lourd et floral remplissant l'air. Elle était allée directement vers Julien et avait posé une main possessive sur sa poitrine.
Le déchet est toujours là, Julien? Avait-elle demandé en faisant une petite moue. Je croyais qu'on fêtait ça. Julien lui avait souri. Un sourire authentique qui avait brisé mon cœur et un million d'éclats irréparables. Elle partait justement, Léa. J'avais regardé les trois. Le mari que j'avais soutenu quand il était stressé et au bord de la faillite 2 ans auparavant. La belle-mère dont j'avais pris soin. La femme qui avait volé ma vie. Un calme étrange s'était abattu sur moi. Les larmes qui avaient menacé de couler s'étaient soudainement évaporées. Ma posture s'était redressée. Je n'avais pas ramassé la montre. Je n'avais pas ramassé les papiers. Je m'étais dirigé vers le porte-manteau, enfilé mon simple trench coat beige et l'avais boutonné jusqu'au menton. « Tu fais une erreur, Julien », avais-je dit. Ma voix ne tremblait plus. Elle était plate, clinique. Julien avait ri, un son rauque et aboyant. La seule erreur que j'ai faite a été d'épouser une serveuse sans vérifier ses antécédents. Sors, Marie, avant que j'appelle la sécurité pour te faire jeter dehors. Ce ne sera pas nécessaire. Je m'étais tourné vers la porte. J'avais marqué une pause, la main sur la poignée. Je n'avais pas regardé en arrière. J'espère que tu apprécieras la compagnie, Julien. Vous vous méritez. Je m'étais engouffré dans le couloir. La lourde porte en chêne s'était refermée derrière moi. Le bruit du peigne qui se verrouillait, scellant mon destin. Maman, ici je dois m'arrêter un instant. Tout ça, cette situation avec Julien, avec Sophie, avec cette Léa, c'était d'une absurdité totale. Je veux dire, réfléchissez-y. Un homme puissant, persuadé qu'il a le droit de tout faire, qui jette sa femme dans la rue sous la pluie, parce qu'il la croit sans le sou. En Sologne, là où j'ai grandi avec mes parents adoptifs, on aurait dit « il a pété un câble, il est complètement fou ». Mais peut-être que c'était justement le problème. Peut-être que c'était trop réel pour être vraiment fou. L'idée de l'amour, l'idée de l'engagement, tout ça était si naïf de ma part. Je voulais y croire. Je voulais croire que même sans le nom, sans l'argent, j'avais quelque chose à offrir et que c'était suffisant, que l'amour n'était pas une transaction. Mais manifestement, pour Julien, si. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à accepter. Qu'est-ce qui était pire? Avoir été dupé par l'amour ou par l'argent? Je ne sais pas. Aucune idée, vraiment. En tout cas, l'histoire ne s'est pas arrêtée là, évidemment. J'avais pris l'ascenseur jusqu'au hall. Le concierge, un homme gentil nommé Henri, qui m'avait toujours apprécié, m'avait regardé avec inquiétude. « Madame Dubois, c'est une tempête dehors. Vous avez besoin d'une voiture? »« Je ne suis plus Madame Dubois, Henri, » avais-je dit doucement. « Et non, je marcherai. » J'avais poussé les portes du hall et le vent m'avait frappé comme un coup physique. La pluie m'avait trempé instantanément. Pas de parapluie, pas de téléphone. Julien l'avait payé, il l'avait donc gardé. Pas d'argent liquide et nulle part où dormir. J'avais marché 3 pâtés de maison, mes chaussures en toile bon marché giclantes dans les flaques. J'avais trouvé un abribus et m'étais assis sur le banc métallique froid, grelottant. J'étais resté là pendant 20 minutes à regarder les limousines passer en éclaboussant. Puis, j'avais fouillé dans la poche intérieure cachée de mon trench coat. J'en avais sorti un petit téléphone à clapet prépayé. Un vieil appareil que j'avais gardé caché pendant 3 ans. Je l'avais allumé. La batterie était à 12%. J'avais composé un numéro de mémoire, un numéro qui n'avait pas été appelé depuis très, très longtemps. Ça avait sonné 1 fois, 2 fois. Ici, la ligne privée d'Antoine Chevalier. Une voix grave et rocailleuse avait répondu. « Qui est à l'appareil? » J'avais pris une profonde inspiration, regardant la pluie laver à la saleté des 3 dernières années. « Mon oncle Antoine, avais-je dit. C'est Marie. Activez le protocole 0. Je rentre à la maison. » Il y avait eu une pause à l'autre bout, suivie du bruit d'une chaise raclée et d'un lourd soupir de soulagement. « Mon Dieu, ma petite! On te croyait morte. Où es-tu? » « Paris, avais-je dit, mes yeux fixés sur les lumières lointaines de la tour du bois. Et Antoine, préparez l'équipe juridique. Les requins tournent en rond.
Mais ils ne savent pas qu'ils sont dans l'eau avec un léviathan. Les jours suivants avaient été un tourbillon. Après l'expulsion, j'avais passé un temps indéfini. Je ne saurais dire si c'était une semaine ou juste quelques jours. Mon esprit était encore sous le choc. À l'hôtel de Bristol, Antoine s'était assuré que personne ne puisse me retracer. La machine de relations publiques de Julien, gérée par Léa, s'était mise au travail immédiatement. Des histoires plantées dans Les Échos et Le Figaro Économie. Les titres étaient brutaux, croqueuse de diamants largués. Comment Mary Hale a tenté d'arnaquer la fortune des Dubois. Du bistrot au divorce, la serveuse qui voulait tout. Il me dépeignait comme paresseuse, sans éducation et même infidèle. Il prétendait que j'avais essayé de voler des secrets d'entreprise. Il disait que j'étais instable. J'ai lu tout ça, je ne sais plus pourquoi, et peut-être par une forme de masochisme, mais je n'y prêtais pas vraiment attention. C'était juste du bruit. Antoine s'était assis en face de moi, ses cheveux blancs parfaitement coiffés, son costume 3 pièces impeccable. Il n'était pas juste un oncle. Il était l'associé gérant de Chevalier, Marchand & Associés, le cabinet d'avocats d'affaires le plus redouté de Londres et Genève. Ils ont déposé une demande d'audience pour le 15 novembre, avait dit Antoine, parcourant un dossier. Ils veulent accélérer le divorce. Julien veut épouser Léa avant Noël. Il demande l'annulation du mariage pour fraude, affirmant que tu as déformé tes antécédents pour le piéger. Moi, j'étais assise près de la fenêtre, sirotant un thé Earl Grey. Je me sentais déjà différente. Le trench coat beige et les robes simples avaient disparu. Je portais un blazer marine structuré, un pantalon tailleur, et mes cheveux, habituellement attachés en un chignon désordonné pour plaire à Julien, étaient brochés, raides et impeccables. Fraude, avais-je médité, un petit sourire froid sur les lèvres. C'est ironique, vous ne trouvez pas? Ils n'en ont aucune idée, n'est-ce pas? Avait demandé Antoine, me regardant par-dessus ses lunettes. Julien, Sophie, la jeune femme, ils n'ont pas fait de vérification d'antécédents approfondie. Ils ont fait un contrôle standard, avais-je dit. Ils ont trouvé Mary Hale, née dans un village en Sologne, parents décédés dans un accident de voiture, travaillant comme serveuse à Ménilmontant. C'est légalement vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité, m'avait rappelé Antoine. Non, ce n'est pas toute la vérité. J'étais allé jusqu'au mur où Antoine avait épinglé l'organigramme de Dubois-Minès. Quand j'ai rencontré Julien, avais-je dit, traçant la ligne de valeur des actions, je voulais être aimé pour moi-même, pas pour mon nom, pas pour l'héritage. Je voulais savoir si un homme pouvait aimer une serveuse qui n'avait rien d'autre à offrir que son cœur. « Et tu as eu ta réponse », avait dit Antoine doucement. Oui, je m'étais retourné vers lui. Mes yeux étaient secs. La tristesse avait disparu, remplacée par une détermination d'acier qu'Antoine connaissait bien. C'était le même regard que mon père. Mon père biologique, l'autre, avait avant d'acquérir un concurrent hostile. Parfois, la nuit, quand le sommeil me fuyait et que l'image de Julien souriant à Léa revenait me hanter, je pensais à mon beau-père, cet homme simple, ce mécanicien de Sologne qui m'avait accueilli sans question. Il disait toujours, « Méfie-toi de ce qui brille trop, ma fille. Le véritable or ne fait pas de bruit. » Il parlait des colporteurs du marché, des faux diamants. Mais maintenant, je le comprenais autrement. Le luxe, les promesses de Julien, les grandes fêtes, tout cela brillait trop. C'était trop parfait, trop beau pour être vrai. Et parfait, ça n'existe pas. C'est la première leçon que la vie, et surtout la vie avec Julien, m'avait apprise. La simplicité, la dignité de mon beau-père, c'était cela, le véritable or. Julien pense qu'il a bâti Dubois-Minès, avais-je dit. Il pense que son génie a sauvé l'entreprise il y a 2 ans, quand ils ont trouvé ce filon de lithium en Corrèze. Antoine avait ricané. Le filon que l'équipe de géologues, que nous avons discrètement financé et envoyé anonymement, a trouvé pour lui. Exactement, avais-je dit, et le prêt relais
qui les a empêchés de couler en 2023, celui de l'investisseur anonyme de Genève. C'était ton fonds fiduciaire, Marie, avait dit Antoine. Tu as injecté 40 millions d'euros dans son entreprise pour sauver son ego. J'ai sauvé mon mari, avais-je corrigé, ou du moins, celui que je croyais être mon mari. Je m'étais approché de la table et avais pris un dossier épais. Il veut une guerre, Antoine. Il veut traîner Marie, la serveuse, dans la boue pour montrer au monde à quel point il est puissant. Il veut me dépouiller de ma dignité parce qu'il pense que c'est tout ce qui me reste. J'avais jeté le dossier à Antoine. Donnons-lui ce qu'il veut, qu'il croit qu'il gagne. Je ne veux pas de règlement à l'amiable. Je ne veux pas de médiation. Je veux aller au tribunal. Antoine avait haussé un sourcil. Tu veux un procès public? Ce sera salissant. Je le veux public, avais-je dit. Je veux la presse. Je veux les caméras. Je veux que les actionnaires de Dubois-Minier soient présents. Pourquoi? Parce que, avais-je dit, ma voix tombant à un murmure dangereux, je ne veux pas seulement un divorce, Antoine. Je veux une OPA hostile, et je vais le faire depuis le bar des témoins. Antoine avait esquissé un sourire de requin, de ceux qui terrifiaient ses adversaires. Je déposerai la réponse. Nous te représenterons. Non, avais-je dit. Si Chevalier, Marchand et Associés me représentent, ils vont se méfier. Ils connaissent votre cabinet. Ils savent que vous ne représentez que l'élite européenne. Alors qui? Je me représenterai moi-même, avais-je dit. Qu'ils croient que je suis trop pauvre pour me payer un avocat. Que Marc Leroy, le requin de Julien, pense qu'il va déchirer une femme sans défense. Cela rendra le moment où je frapperai encore plus doux. Marc Leroy est vicieux, Marie. On l'appelle le boucher du barreau. Il t'humiliera. Il peut essayer, avais-je dit. J'avais regardé mon reflet dans le miroir. La serveuse naïve avait disparu. Marc Leroy détruit des victimes, Antoine, mais il n'a jamais affronté une Vanderbilt. Le 15 novembre était arrivé avec une morsure de froid qui gelait les flaques sur les trottoirs parisiens. Les marches du palais de justice étaient un cirque. Julien Dubois s'était assuré que les médias étaient là. Il voulait une exécution publique du personnage de sa femme, un avertissement à quiconque tenterait de réclamer une part de son empire en pleine croissance. Il était arrivé dans un convoi de 3 SUV noirs. Il était sorti le premier, l'air du milliardaire victime, vêtu d'un costume Tom Ford anthracite et de lunettes de soleil malgré le ciel couvert. Léa Morel était à son bras, vêtue d'un tailleur blanc qui ressemblait étrangement à une tenue de mariée. Elle saluait les paparazzis, affichant un sourire travaillé et prédateur. Sophie suivait, l'air sombre et supérieur, vêtue de vison. À l'intérieur de la salle 304, la galerie était bondée. Actionnaires, journalistes du Financial Times et de TMZ, et badauds curieux remplissaient chaque banc. L'air sentait la laine mouillée et le parfum cher. Tout le monde se lève, avait hurlé le greffier. L'honorable juge Germain Berger avait pris place. C'était un homme âgé, connu pour favoriser l'establishment. Un détail sur lequel l'équipe juridique de Julien avait sans doute compté. Julien était assis à la table du plaignant, flanqué de Marc Leroy et de 3 jeunes associés. Leroy était un homme qui ressemblait à un bulldog dans un costume, large d'épaules et irradiant l'agression. Il arrangeait ses papiers avec la confiance d'un homme qui avait déjà gagné. À la table du défendeur, il n'y avait qu'une seule chaise. Les portes à l'arrière de la salle s'étaient ouvertes. La pièce était devenue silencieuse, anticipant l'entrée de l'ex-femme en larmes. Je suis entré. Je ne pleurais pas. Je ne portais ni les haillons qu'ils attendaient, ni les vêtements de créateur flashy que je portais pour plaire à Julien. Je portais une robe noire vintage, à col haut et manches longues, taillée à la perfection. Mes cheveux étaient tirés en arrière dans un chignon élégant et strict. Je portais une seule maillette en cuir usé. J'ai marché dans l'allée, le claquement de mes talons étant le seul son dans la pièce. Je n'ai pas regardé les caméras. Je n'ai pas regardé Julien, qui murmurait quelque chose à Léa en ricanant. J'ai pris ma place à la table vide. J'ai posé ma maillette et me suis assise, le dos droit,
les mains croisées sur la table. Affaire numéro 77B, Dubois contre Dubois, avait annoncé le juge Berger, regardant par-dessus ses lunettes. Conseil pour le plaignant, Marc Leroy, représentant M. Julien Dubois. Leroy avait tonné en se levant, et conseil pour le défendeur. Le juge m'avait regardé, balayant du regard les sièges vides à côté de moi. « Madame Dubois, votre avocat est-il en retard? » Je m'étais levé lentement. « Je n'ai pas d'avocat, votre honneur. Je me représenterai moi-même. » Une vague de rires avait parcouru la galerie. Julien avait secoué la tête, un sourire de pitié sur le visage. Leroy avait même ricané audiblement. « Madame Dubois, » avait dit le juge Berger, son ton condescendant. « Il s'agit d'une procédure de divorce à enjeu élevé, impliquant des actifs complexes et des contrats de mariage. Je vous conseille vivement de vous faire représenter. Monsieur Dubois est employé l'un des meilleurs cabinets de la ville. Je connais la réputation de Maître Leroy, avais-je dit, ma voix claire et calme, portant jusqu'au fond de la salle sans microphone. Mais comme mon mari a gelé tous mes comptes bancaires et annulé mes cartes de crédit, je ne peux pas me permettre d'honoraires. Par conséquent, je dois me fier à mes propres capacités. » Très bien, le juge avait soupiré, clairement agacé par la perspective d'un procès amateur désordonné. Mais je n'accorderai aucune indulgence sur la procédure. Maître Leroy, votre déclaration liminaire. Marc Leroy s'était dirigé vers le centre de la salle, boutonnant sa veste. Il s'était tourné vers la galerie, les traitant comme un jury. « Votre honneur, cette affaire est simple, » avait commencé Leroy, faisant les 100 pas. « C'est une affaire de fraude. Il y a 3 ans, Julien Dubois, un homme de vision et d'industrie, a rencontré une femme. Il la croyait honnête. Il la croyait de soutien. Il l'a tirée de la pauvreté, lui a donné une maison, des vêtements, des bijoux, une vie dont la plupart ne font que rêver. Il avait pointé un doigt épais vers moi. En retour, elle n'a rien offert, aucun soutien, aucune ambition, et lorsque l'entreprise de M. Dubois a traversé une crise il y a 2 ans, elle n'a pas offert d'aide. Elle a offert des factures de dépenses. C'est une sanction, votre honneur. Et maintenant que M. Dubois a légitimement mis fin à cette mascarade de mariage, elle refuse de partir discrètement. Elle exige la moitié d'une fortune qu'elle n'a pas gagnée. Nous sommes ici pour faire appliquer le contrat de mariage et accorder à M. Dubois une annulation basée sur une fausse déclaration matérielle. Leroy avait marqué une pause pour un effet dramatique. Nous prouverons que Marie Dubois n'est rien d'autre qu'une arnaqueuse qui a piégé un homme bon. Il s'était rassis sous un murmure d'approbation des actionnaires dans le public. Madame Dubois. Le juge m'avait regardé. Votre déclaration liminaire. Je m'étais levé à nouveau. Je n'avais pas fait les 100 pas. Je n'avais pas gesticulé. J'avais regardé directement Julien. Maître Leroy a raison sur une chose, avais-je dit doucement. Cette affaire concerne la fraude, mais il se trompe sur qui l'a commise. J'avais marqué une pause, laissant le silence s'installer. Je ne veux pas la moitié de l'argent de Julien. Je ne veux pas de pension alimentaire. Je ne veux pas du penthouse. Julien avait froncé les sourcils. Si je ne voulais pas d'argent, qu'est-ce que je faisais là? Je suis ici, avais-je continué, pour rétablir la vérité et pour récupérer ce qui m'appartient légalement, non pas en vertu des lois du mariage, mais en vertu des lois de l'équité et du contrat. « Objection !» avait aboyé Leroy, se levant à moitié. « Vague !»« Rejeté ?» avait dit le juge curieux. « Poursuivez !»« Je n'ai pas d'autre déclaration liminaire » avais-je dit en me rasseoir. La salle de tribunal bourdonnait de confusion. Est-ce que j'abandonnais? Étais-je folle? Appelez votre premier témoin, maître Leroy. J'appelle Julien Dubois à la barre. Julien avait ajusté sa cravate et s'était dirigé vers la boîte des témoins. Il avait juré de dire la vérité. Il avait de l'air beau, confiant, l'image du succès français. Leroy l'avait mené à travers une série de questions répétées. Julien avait dépeint l'image d'un mariage où il travaillait 18 heures par jour, pendant que je faisais du shopping et me plaignais.
Il avait décrit comment il avait bâti l'entreprise à partir de zéro et qu'il y a 2 ans, quand l'entreprise a failli couler, avait demandé Leroy, « Comment l'avez-vous sauvé? » Julien avait gonflé le torse. « Ce fut difficile. J'ai dû tout mettre en jeu. J'ai travaillé jour et nuit pour trouver des investisseurs. Finalement, j'ai obtenu une injection de capital investissement d'un trust suisse. C'est ma réputation qui a conclu l'accord. L'Ange de Genève, c'est comme ça qu'on l'appelait. Ils ont parié sur moi. Et Marie a-t-elle aidé à cela? Marie? Julien avait ri. Elle était dans un spa au Cap-Ferret pendant que je négociais l'affaire de ma vie. Elle ne savait même pas que nous étions en difficulté. Merci, Monsieur Dubois. Leroy s'était rassis, l'air suffisant. Madame Dubois, avait dit le juge, avez-vous des questions pour le témoin? Je m'étais levé. J'avais pris une seule feuille de papier de ma table. Oui, Votre Honneur, juste quelques-unes. J'avais marché vers la barre des témoins. Julien me regardait de haut, avec un mélange d'ennui et d'agacement. Julien, avais-je dit, utilisant son prénom. Vous avez mentionné l'Ange de Genève, l'investisseur qui a sauvé l'entreprise en 2023. En effet, cet investissement était de 40 millions d'euros, n'est-ce pas? Oui. Et c'était un échange dette contre capital, n'est-ce pas? Avais-je demandé. Julien avait hésité. C'était du jargon financier technique, mais je l'avais cloué. Essentiellement, oui. Ce qui signifie, avais-je insisté, ma voix se durcissant, que si le prêt n'était pas remboursé avant d'une certaine date, l'investisseur convertirait cette dette en actions, des actions de contrôle, 51% de l'entreprise. C'est une clause standard. Julien avait agité la main de manière dédaigneuse. Cela n'a pas d'importance parce que nous sommes rentables maintenant. Nous pouvons honorer la dette. Avez-vous honoré la dette? Avais-je demandé. Avez-vous effectué les paiements? Mon directeur financier s'en occupe. Bien sûr que nous l'avons fait. En êtes-vous sûr? J'avais incliné la tête. Parce que selon les termes de l'accord, si vous manquez 3 paiements consécutifs, la clause d'accélération s'enclenche. Le montant total devient immédiatement exigible. Toute la participation est transférée. Nous n'avons pas manqué de paiement. Julien avait claqué des doigts, regardant Leroy. Leroy semblait un peu mal à l'aise. Il n'avait pas examiné les états financiers personnellement. C'était un avocat spécialisé dans le divorce, pas dans le droit des sociétés. Passons, avais-je dit en me détournant. Vous prétendez que je n'ai apporté aucun actif au mariage, que je n'étais qu'une serveuse. Vous l'étiez, et vous prétendez que je suis sans éducation. Vous avez un baccalauréat, Marie. Ne prétendez pas être une érudite. Très bien. J'étais retourné à ma table et avais pris un autre document. Une dernière question, Julien. Savez-vous à qui appartient le bâtiment où est basé le siège social de Dubois-Minez, la tour à la Défense? Nous le louons, avait dit Julien, à une société de portefeuille, Prospérité Immobilière. Et savez-vous à qui appartient Prospérité Immobilière? Non, un magnat de l'immobilier. Pourquoi est-ce important? Pas d'autres questions, avais-je dit dans me rasseoir. Julien me fixait. Il ressentait une pointe de malaise derrière la nuque. Elle ne se battait pas pour le chien ou les bijoux. Elle posait des questions sur la dette d'entreprise et l'immobilier. Le plaignant conclut, avait dit Leroy, essayant de retrouver son élan. Nous demandons un jugement sommaire. Rejeté, avait dit le juge. La défenderesse peut présenter son dossier. Je m'étais levé. La pièce était devenue silencieuse comme la tombe. Je m'appelle à la barre, avais-je dit. Je me suis assise dans la boîte des témoins. J'avais l'air petite contre le bois sombre, mais mes yeux étaient vifs. Madame Dubois, avait dit le juge Berger, vous pouvez donner votre témoignage. Je voudrais soumettre comme preuve la pièce à conviction de la défense A, avais-je dit. J'ai sorti un épais classeur de ma maillette et l'ai remis au greffier. Leroy avait arraché la copie que le greffier lui tendait. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des relevés bancaires, avais-je dit calmement dans le microphone. Plus précisément, les relevés de transactions du Trust de l'Ange de Genève. Leroy avait feuilleté les pages. Objection.
Pertinence et manque de fondement. Où a-t-elle obtenu cela? Ce sont des documents bancaires confidentiels de Suisse. J'ai le fondement, avais-je dit, parce que j'ai les clés d'accès. Rejeté pour l'instant, avait dit le juge, se penchant en avant. Expliquez, Madame Dubois. Julien a prétendu que j'étais dans un spa quand son entreprise était en difficulté, avais-je dit, regardant la galerie, puis directement l'objectif de la caméra d'une équipe de presse. J'étais en réalité à Genève. Je rencontrais les fiduciaires de ma succession familiale. Votre succession familiale? Leroy avait laissé échapper un rire moqueur et bruyant. Vous êtes une orpheline de Sologne. Votre père était mécanicien. Mon beau-père était mécanicien, l'avais-je corrigé. Il m'a adopté quand j'avais 3 ans. C'était un homme merveilleux, mais mon père biologique. J'avais marqué une pause. Mon père biologique est mort avant ma naissance. Ma mère a fui sa famille parce qu'ils étaient trop contrôlants. Elle voulait une vie simple. Elle est morte quand j'étais jeune et j'ai été élevé sans savoir qui il était. C'est une histoire touchante, avait interrompu Leroy. Mais nous avons un emploi du temps. J'ai découvert qui il était il y a 4 ans, avait-je continué, ma voix gagnant en force juste avant de rencontrer Julien. Les avocats m'ont trouvé. Ils m'ont dit que j'étais l'unique héritière d'une lignée plutôt significative. Julien écoutait maintenant. Son visage était pâle. Je ne voulais pas que l'argent me change, avais-je dit. Et je ne voulais pas que les hommes me veuillent pour ça. Alors, j'ai gardé mon nom. J'ai gardé mon travail au bistrot. J'ai rencontré Julien. Je suis tombée amoureuse. Et quand il a eu besoin d'aide, j'ai autorisé le transfert. Mensonge. Julien s'était levé, claquant sa main sur la table. Elle ment. Elle est délirante. Elle n'a pas 40 millions d'euros. Monsieur Dubois, asseyez-vous, avait rugi le juge. Maître Leroy, avait dit le juge, contre-interrogez le témoin, démontrez le mensonge s'il y en a un. Leroy s'était approché de la barre. Il avait l'air d'un prédateur flairant le sang. Il pensait que je bluffais. Il pensait que c'était un coup de dé désespéré. Madame Dubois, avait ricané Leroy, vous attendez de ce tribunal qu'il croit que vous, une femme qui nettoyait des sols la semaine dernière, êtes une héritière secrète. Qui était votre père? J'y viendrai, avais-je dit. Non, dites-le nous maintenant. Je veux finir de discuter de la dette, avais-je dit froidement. Maître Leroy, avez-vous vérifié les registres de paiement du prêt Dubois-Mainet? Je ne l'ai pas fait, avait dit Leroy. Mon client affirme qu'ils sont payés. Votre client se trompe. J'ai sorti une seule feuille de papier de ma poche. Ceci est un avis de défaut daté d'il y a 3 jours. Dubois-Mainet a manqué non pas 3, mais 4 paiements. Les fonds ont été détournés. J'avais regardé Léa Morel dans la galerie, détournée vers un compte privé aux îles Caïmans, un compte au nom de Léa Morel. La salle de tribunal avait éclaté. Léa avait haleté, sa main s'envolant à sa bouche. Julien était resté figé. C'était une onde de choc palpable. Léa sentait les yeux de tout le monde sur elle. Son cœur avait raté un battement. Elle avait été surprise, pas par l'accusation en elle-même, elle savait ce qu'elle avait fait avec les fonds détournés, mais par la précision, par la révélation publique et surtout par le fait que Marie, cette serveuse sans éducation, ait pu découvrir ça. Elle m'avait toujours vu comme un accessoire pour Julien, une jolie façade, sans cervelle. Et là, assise là, impeccable dans sa robe noire sobre, je la démantelais, brique par brique. Léa avait vu son futur, son mariage avec Julien, sa position sociale enviable, tout s'écrouler en une seule phrase. Elle avait paniqué. C'est ce moment-là que j'ai su que j'avais déjà gagné. « Ordre! Ordre! » Le juge Berger avait frappé son marteau. « C'est impossible! » avait crié Julien. « J'ai signé les chèques moi-même. »« Vous avez signé ce que Léa a mis devant vous, » avais-je dit simplement. « Vous devriez vraiment lire ce que vous signez, Julien, tout comme vous auriez dû lire le contrat de mariage plus attentivement. »
Le contrat de mariage me protège, avait crié Julien. La clause 14B, avais-je récité de mémoire. Celle que vous m'avez jetée à la figure. En cas de divorce, l'épouse ne repart qu'avec les biens qu'il, elle, a apportés au mariage. Exactement, avait crié Leroy. Vous n'avez rien apporté. J'ai apporté le trust de l'Ange de Genève, avais-je dit. Je le possédais avant notre rencontre. C'est un bien prémarital et puisque l'entreprise est maintenant en défaut envers ce trust. Je m'étais penché en avant, mes yeux se fixant sur ceux de Julien. La clause d'accélération est active. Je demande le remboursement du prêt, Julien, ici et maintenant, devant tout le monde. Vous ne pouvez pas payer 40 millions d'euros aujourd'hui, avais-je murmuré. Ce qui signifie, selon le contrat, que la garantie sert de paiement. La garantie est l'entreprise, avait murmuré Julien, sa voix tremblante. Oui, avais-je dit. Je ne veux pas la moitié de votre entreprise, Julien. Je la prends en totalité parce que j'ai apporté l'argent qui l'a sauvée. Par conséquent, selon votre propre contrat de mariage, je repars avec. Leroy était abasourdi. Il regardait les papiers dans sa main. Si j'étais vraiment l'investisseuse, le contrat de mariage, l'arme même qu'ils avaient utilisée pour me blesser, était maintenant une guillotine suspendue au-dessus de la tête de Julien. C'est absurde, avait balbutié Leroy. Vous avez besoin d'une preuve d'identité. Vous devez prouver que vous contrôlez ce trust. Vous n'êtes que Mary Hale. Je m'étais levé, j'avais regardé le greffier. Je voudrais soumettre une dernière pièce à conviction. Mon acte de naissance. Le vrai. Le greffier avait pris le document et l'avait remis au juge. Le juge Berger avait ajusté ses lunettes. Il avait regardé le papier. Puis il l'avait regardé à nouveau. Ses yeux s'étaient écarquillés. Il m'avait regardé avec une expression complètement nouvelle. Peur, respect. Maître Leroy, avait dit le juge, sa voix inhabituellement basse. Venez voir ceci. Leroy s'était approché du banc. Il avait regardé le document, son visage vidé de toute couleur. Il avait reculé comme s'il avait été physiquement frappé. « Oh mon Dieu !» avait murmuré Leroy. « Lisez-le !» avais-je ordonné. Ma voix n'était pas forte, mais elle avait le poids des montagnes. « Lisez le nom sur le certificat, maître Leroy. Dites à la cour qui je suis. » Leroy avait regardé Julien qui tremblait. Puis il avait regardé la presse. Le nom du père. La voix de Leroy avait craqué. Le nom du père est Alexander Vanderbilt. Le silence dans la salle d'audience était absolu. C'était un vide. Vanderbilt, avait murmuré quelqu'un au fond. Comme les chemins de fer, comme les milliardaires, et ma mère, avais-je ajouté, était une Rothschild. Je suis descendu de la boîte des témoins et j'ai marché vers Julien. Je ne suis pas Mary Hale, avais-je dit, ma voix glaçant l'air dans la pièce. Je m'appelle Mary Vanderbilt Rothschild. Je suis l'unique héritière de deux des plus grandes fortunes de l'histoire. Ma valeur nette n'est pas de 0, Julien. Elle est d'environ 60 milliards d'euros. Je m'étais tenu au-dessus de lui. Il avait l'air petit, minuscule. Tu m'as jeté parce que tu pensais que j'étais pauvre, avais-je dit. Tu as jeté une femme qui aurait pu acheter toute ta vie avec de la monnaie. Je m'étais tourné vers le juge stupéfait. Je possède la dette. Je possède le bâtiment. Et depuis 5 minutes, mes avocats à Genève ont exécuté la saisie des garanties. Je possède Dubois Meaning. J'avais regardé Léa qui pleurait, son maquillage coulant. Et concernant le détournement de fonds vers le compte de Mademoiselle Morel, mon équipe a déjà transmis les preuves au FBI. Ils attendent dans le hall. Je m'étais tourné vers la caméra. Vous vouliez un spectacle, Julien. Vous vouliez montrer au monde comment vous traitez le personnel. J'avais souri et c'était terrifiant. L'audience est levée. La salle d'audience n'était plus un lieu de droit. C'était une scène de crime. L'air était lourd, comme si le poids des noms que je venais de prononcer, Vanderbilt et Rothschild, avait modifié la gravité de la pièce. Julien n'avait pas bougé. Il était resté figé, la bouche légèrement ouverte, regardant la femme qu'il avait traitée comme une domestique pendant 3 ans.
Il avait essayé de parler, mais seul un son sec et rauque était sorti. « Julien !» avait sifflé Marc Leroy, tirant sur la manche de son client. « Julien, nous devons partir maintenant. » Mais Julien ne pouvait pas partir. Ses jambes semblaient faites de plomb. Il avait regardé la galerie. Les actionnaires qui l'avaient jadis vénéré me regardaient maintenant avec des yeux affamés et opportunistes. Ils ne voyaient plus une serveuse. Ils voyaient le soleil et ils étaient désespérés d'être en orbite autour de lui. « Votre honneur », avais-je dit, me retournant vers le juge Berger, qui fixait toujours mon acte de naissance comme une relique sacrée. Puisque la propriété de la dette et des actifs sous-jacents n'est plus en question, je demande un sursis immédiat à la procédure de divorce jusqu'à ce que l'enquête criminelle concernant Mademoiselle Morel soit terminée. J'accorde le sursis, avait balbutié le juge Berger. Il avait regardé Julien avec un mélange de pitié et de mépris. « Monsieur Dubois, je vous suggère de trouver un avocat pénaliste et Maître Leroy, je vous suggère de vérifier la responsabilité de votre propre cabinet concernant ces dépôts frauduleux. » Alors que le marteau du juge frappait le bois, les portes à l'arrière de la salle d'audience s'étaient ouvertes en grand. 4 hommes en costume sombre, des agents de la police judiciaire, avaient marché dans l'allée centrale. Léa Morel avait crié. C'était un son aigu et perçant qui avait traversé les murmures de la foule. « Julien, fais quelque chose !» avait-elle hurlé alors qu'un agent lui saisissait le bras. « Dis-leur que c'était ton idée. Dis-leur que tu m'as dit de déplacer l'argent. » Julien l'avait regardé. Ses yeux étaient vides. Il ne l'avait même pas reconnue. La femme qui avait été sa responsable des relations publiques et son amante secrète n'était plus qu'une autre responsabilité dans une vie qui se désintégrait rapidement. « Léa Morel, vous êtes en état d'arrestation pour fraude par virement, détournement de fonds et complot en vue de commettre un grand larcin, » avait dit l'agent principal, sa voix résonnant. Il n'avait même pas regardé Julien. Ses yeux étaient sur moi. Il m'avait fait un signe de tête sec et respectueux, un signe qui confirmait que c'était moi qui leur avais remis le dossier. Alors que Léa était emmenée menottée, sanglotant et proférant des insultes à Julien, Sophie Dubois avait finalement brisé son silence. La reine-mère de la famille Dubois s'était levée, son visage un masque de regret calculé. « Marie, ma chérie, » avait dit Sophie, sa voix dégoulinante d'une douceur écœurante qui donnait la chair de poule. « Nous avons clairement eu un malentendu. Le stress des affaires, la pression sur Julien. Nous n'étions pas nous-mêmes. Retournons au penthouse. Nous pouvons en discuter en famille. » Je m'étais tourné vers ma belle-mère. Pendant 3 ans, Sophie m'avait fait me sentir petite, soulignant mon manque d'éducation et mes manières communes. « Le penthouse ?» avais-je demandé. « Oui, ma chère, nous prendrons le thé, nous allons arranger ça. »« Vous ne pouvez pas aller au penthouse, Sophie, » avais-je dit doucement. « Et pourquoi pas? »« Parce que j'ai acheté le bâtiment ce matin, » avais-je répondu. « Et j'ai déjà envoyé une équipe de nettoyage spécialisée pour enlever les ordures. Vos affaires sont actuellement déplacées dans un garde-meuble à Gennevilliers. Un garde-meuble très bon marché. » Le visage de Sophie était devenu d'une teinte de gris qui correspondait au ciel couvert dehors. Elle s'était effondrée sur son siège. La vie de champagne et de caviar qu'elle avait bâtie sur le succès volé de son fils s'évanouissait en une seule phrase. J'avais marché vers Julien. Je m'étais penché, chuchotant pour que lui seul puisse entendre. « Tu m'as dit que je repars avec ce que j'ai apporté au mariage, Julien. J'ai apporté 40 millions d'euros de mon sang et de ma sueur. J'ai apporté un héritage dont tu ne pouvais même pas rêver. Je repars avec ma dignité. Toi, tu repars avec la montre Patek Philippe. Elle est sur le comptoir, tu te souviens? » Je m'étais redressé, j'avais ajusté mon blazer et j'étais sorti de la salle d'audience. Les journalistes m'avaient assailli, une mer de flash et de questions hurlées, mais je ne m'étais pas arrêté. J'étais allé directement à une Rolls-Royce noire qui m'attendait, le vrai modèle, avec les vitres teintées et le moteur silencieux,
où Antoine Chevalier tenait la porte. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Il y a eu les gros titres. Bien sûr, le monde financier en a eu le souffle coupé. La cachée Mary Vanderbilt Rothschild revendique son empire, disaient les Échos. L'action de Dubois Mine avait chuté, puis s'était stabilisée, puis avait grimpé en flèche avec l'annonce de son absorption par les participations Rothschild-Chevalier. Les détails des condamnations de Julien et de Léa ont suivi. C'était de la machine implacable de la justice qui tournait enfin dans le bon sens. Mais la vraie fin n'est jamais aussi nette que dans les journaux. Aujourd'hui, je suis dans un grand bureau vitré au 80e étage d'un immeuble que je possède à La Défense, face à la Bourse de Paris. Antoine Esda, toujours mon rock. Il m'apporte un verre de Macallan de 50 ans. Il paraît que le goût est celui de la victoire. Et c'est vrai, une victoire, c'en est une. Mais à quel prix? Julien a eu 12 ans de prison, Léa beaucoup moins, mais sa réputation est anéantie. Sophie végète dans un petit appartement à Montreuil, écrivant ses mémoires que personne ne veut publier. Mes avocats y veillent. Est-ce que c'est une vengeance, une justice? Je ne sais pas, et je ne suis plus sûr que la différence importe. Antoine, avais-je dit l'autre jour, le penthouse de l'avenue Montaigne, les rénovations sont finies, l'esthétique Sophie a été entièrement refaite. Il est à vous quand vous voulez. Il avait regardé le document, l'acte de propriété de l'endroit où j'avais été traité comme une domestique dans ma propre maison. J'avais repensé au marbre blanc, au plafond doré, à la lourde porte en chêne qui s'était claquée derrière moi cette nuit d'octobre pluvieuse. « Vendez-le », avais-je dit. Antoine avait marqué une pause, son stylo en l'air. Le vendre, c'est sans doute le bien immobilier résidentiel le plus précieux de l'hémisphère occidental. Vendez-le, avais-je répété, un fantôme de sourire sur les lèvres. Et donnez le produit de la vente à la Fondation Hale. Je veux que ça serve à construire des abris pour les femmes déplacées par les abus domestiques et financiers. Je veux qu'elles aient un endroit où aller quand elles pensent qu'elles n'ont plus rien. Antoine m'avait regardé longuement, puis avait souri. Le nom Hale, le nom de mon beau-père. Il a été le seul homme qui m'ait vraiment aimé quand je n'avais rien d'autre qu'un simple prénom. Julien a épousé une serveuse pour sa beauté et l'a jetée pour son manque de statut. Mon beau-père a recueilli une orpheline et lui a donné un nom alors qu'il n'avait rien d'autre qu'une boîte à outils. La fondation portera le nom d'un homme bon, le nom Vanderbilt. Ça, c'est juste pour les salles de conseil. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas si tout cela était juste. Le pouvoir, c'est une chose étrange. Est-ce que je me suis perdu en le retrouvant? Parfois, je me le demande. Est-ce que cette femme qui regarde la bourse avec un verre de Macallan est la même Marie qui tremblait sous la pluie? Physiquement, oui. Dans mon cœur, dans mon âme, c'est plus compliqué. La quête de justice m'a transformé en ce que j'ai combattu, d'une certaine manière. Pas la mesquinerie, non, mais la froideur, le calcul. Je crois que j'ai gagné et je suis forte, mais ce n'est pas un conte de fées avec une fin où l'on vit heureux pour toujours. C'est la vie, c'est la mienne, et je dois vivre.